Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bordeaux avec Jocelyn Morisson. Bonjour Jocelyn. Bonjour Lilou, merci de m'avoir. Un plaisir de t'interviewer sur un de tes tout derniers livres, Se souvenir du futur. Alors on va parler de rétrocausalité, attention, de thérapie, de façon de guérir et de vivre qui sont pas induites du futur, mais qui, on peut dire, sur lesquelles on va se connecter au futur, et ensuite suivre ces espèces de balises, des synchronicités qui vont nous guider à ces guérisons. Alors moi, je suis très intéressée de parler de la partie guérison, de cette éventuellement synchromédicalisation, qu'on pourrait dire. Il y a plein de termes comme ça dans ton livre qui sont passionnants, et surtout des façons de voir, des process, une façon de créer différemment, mais qui serait vraiment au cœur de tout ça. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie qu'il faut bien s'aligner avec le côté vital, collectif, dans toutes ces créations, quand on parle là du futur ou de se connecter à son futur. Ouais, je voudrais d'abord préciser que c'est un projet qui m'a été proposé par mon co-auteur Romuald Le Terrier, qui est un spécialiste du chamanisme amazonien. Et lui, en fait, il a été initié en quelque sorte à cette espèce de science des signes, on pourrait dire, avec des chamans en Amazonie péruvienne, si tu veux. Donc ce qui est fascinant, c'est que quand il est rentré en Europe, il s'est rendu compte qu'il y avait des liens très forts avec la physique contemporaine, la physique moderne, et notamment la théorie, le modèle de Philippe Guillemont. Oui. Et qu'en fait, les chamans, ils vivent en harmonie avec la nature et avec ces signes qui sont dans l'invisible, et ça, pour eux, ça forme une seule et même réalité, ça forme un tout, et notamment la notion de temps n'est pas du tout vécue comme nous on la vit ici en Occident, quoi. C'est ça qui est fascinant. Oui. Donc ça, c'est une nouvelle collaboration, tu en as fait plusieurs, tu as écrit plusieurs livres, tu es journaliste scientifique, tu t'intéresses énormément à la science, et là ça serait une révolution au niveau scientifique, ce que vous proposez ici? Disons que c'est une nouvelle façon, en tout cas, de voir la réalité, et notamment de concevoir le temps comme étant finalement une espèce d'illusion, quoi. Et dans la théorie de Philippe Guillemont, il n'est pas le seul, mais il nous explique qu'en fait la réalité autour de nous, c'est une forme de projection, c'est une espèce d'hologramme, en fait, à partir de quoi? D'un océan d'informations dans lequel on baigne, quoi. Et notre conscience, elle décode en permanence ces informations-là pour faire apparaître cette réalité autour de nous en 3 dimensions. Mais qu'est-ce que le temps là-dedans? C'est pareil, ça fait partie de l'illusion. Et des grands physiciens aujourd'hui, spécialistes du temps, spécialistes de physique quantique et pas du tout intéressés par la spiritualité, eux-mêmes nous disent que le temps est une illusion, que le temps n'a pas de réalité fondamentale, que le temps c'est quelque chose qui est créé par notre cerveau. Donc au bout du compte, on se retrouve dans cette réalité dans laquelle le présent, le passé et le futur coexistent. Donc on a déjà un futur qui est partiellement matérialisé, partiellement densifié, sous forme d'information, en tout cas on peut voir ça comme ça. Mais ce futur n'est pas figé. C'est là où on a une liberté d'agir, on a notre libre arbitre, c'est ça qui est important. Oui, parce que ici, vous parlez avec ton co-auteur de se connecter à ce futur de guérison et de le visualiser, de le voir, de le ressentir, c'est ça? Et ensuite de voir les différents éléments qui pourraient nous amener à ça. C'est-à-dire que cette force de se voir guéri nous permettrait d'y accéder. Mais finalement, il n'y a pas qu'une seule forme de guérison non plus, c'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, complètement. Alors la guérison, c'est un des aspects, effectivement, mais c'est un aspect important. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on a plusieurs futurs possibles, dont un qui est plus probable que les autres. Et selon nos comportements, notre hygiène de vie ou tout un tas de choses, peut-être qu'on va vers un futur où on va être malade, mais on a aussi d'autres futurs où on est guéri, et des futurs où on va mieux. Alors, donc il y a comme ça une superposition comme quantique, on va dire, de plusieurs futurs possibles. Donc, millions de possibilités même. Tout à fait, c'est infini en fait. Il peut se passer plein de choses. On peut prendre une météorite sur la tronche à chaque instant. Voilà. Bon, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est comment on se connecte à un futur plutôt qu'un autre. Ouais, mais à chaque instant, on a un futur qui est plus probable que les autres et qui est celui vers lequel on va. Donc on peut bifurquer, effectivement, en attirant à nous notre meilleur futur. Donc quand il s'agit de guérison, de santé, on peut, par nos intentions, par nos choix, par nos qualités d'âme, par la façon dont on demande à notre ange, si tu veux, même si c'est une métaphore, tu vois, ça peut être l'ange, ça peut être le guide, ça peut être notre être intérieur, le soi, Jung appelait ça le soi, bon c'était plus neutre, plus impersonnel. Par la façon, on va rester sur une ligne vers laquelle, finalement, qui nous entraîne vers quelque chose de mauvais pour nous. Donc le but, c'est effectivement de faire venir à nous ce meilleur futur. Donc ça se joue à l'échelle individuelle, mais ça joue aussi à l'échelle, on le fait inconsciemment. Et inconsciemment, qu'est-ce qui prend le dessus? Ce sont nos peurs. C'est nos peurs qui, du coup, font venir à nous ce futur
déplorable, anxiogène, on nous parle d'effondrement, on nous parle de collapsologie et tout ça, parce que ce sont nos peurs qui nous dominent de manière inconsciente. On a peur de ce qui peut nous arriver, de ce qui peut arriver consciente vers un futur qui est souhaitable pour nous, pour l'humanité, pour le vivant, voilà. Là, on parle de créer des synchronicités. Ça, j'aime beaucoup le mot créer des synchronicités parce que on a l'impression un petit peu des fois de les vivre, elles nous tombent dessus. Alors on est un petit peu conscient, on va dire, parce qu'on crée des intentions. Mais là, il y a une espèce de réajustement dans le livre par rapport à ce que c'est de créer une intention, par rapport à ce que c'est de créer aussi une synchronicité et de l'aligner avec ce vital et ce collectif. Oui, c'est une espèce de loi d'attraction 2.0, je vais dire, un peu revisitée, parce que plus interactive, on va dire. Et on reprend le contrôle, effectivement, sur ce qui serait finalement un mécanisme naturel de l'espace-temps. Et donc la synchronicité, dans ce modèle-là, dans cette théorie-là, notamment chez Philippe Guillemont, c'est effectivement une sorte de balise, une sorte de repère sur notre chemin qui nous indique que notre futur a bougé. Et quand notre futur bouge, notre présent bouge. Et notre passé bouge aussi. Mais bon, ça, c'est plus difficile à accepter. Donc, disons simplement qu'en faisant bouger notre futur, on fait bouger aussi notre présent. Et la synchronicité est la marque de ça. Mais la synchronicité, c'est pas forcément des événements qui sont synchronisés. C'est pas forcément des événements qui sont synchrones. C'est-à-dire qu'on peut effectivement jouer avec ce phénomène, on peut le provoquer. Et c'est ce que Romuald propose en ayant créé une espèce de petit protocole tout simple, où en choisissant deux éléments, par exemple donc une image d'animal et puis l'image d'un symbole, d'un archétype, on choisit d'associer ces deux éléments-là en demandant à ce qu'une synchronicité se produise avec ces deux éléments dans un futur proche, en posant une durée, en posant un timing. Et quand cette synchronicité va se produire, eh bien, ça va montrer qu'on a été capable de créer ça. Et donc, on peut associer à ça, parce que pour l'instant, là, c'est ludique, c'est gratuit, ça ramène rien. On peut associer à ça une intention profonde quant à notre devenir, quant à notre chemin de vie, quant aux choix qu'on a à faire, que ce soit des choix en termes professionnels ou personnels, tu vois. Et on peut associer donc la survenue de cette synchronicité-là avec une réponse qu'on attend sur ce questionnement intérieur qu'on a. Et dans les ateliers que Romuald y fait, il y a des résultats tout à fait stupéfiants où les gens ont des réponses à leurs questions. Alors il faut avoir une question profonde à poser, c'est pas du genre qu'est-ce que je vais faire samedi soir, évidemment, c'est des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus importantes, mais les gens arrivent à créer la synchronicité et en même temps à avoir une réponse à leurs questions. Donc il y a un côté complètement magique là-dedans, mais c'est la magie peut-être... Mais pour lui, c'est pas de la magie, il le dit bien. C'est de la magie naturelle, c'est de la magie de la vie, quoi. Ouais. Donc c'est peut-être simplement effectivement un mécanisme qui existe comme ça dans l'espace-temps et qu'on ne prétend pas non plus avoir mis au jour, mais c'est complètement cohérent avec l'idée qu'effectivement notre réalité à chaque instant c'est une projection de notre conscience, c'est quelque chose qui apparaît dans notre conscience. Ouais. L'importance du collectif est quand même mise en avant, notamment pour la guérison, mais c'est aussi pour attirer des choses qu'on a envie de vivre dans notre vie, c'est-à-dire d'avoir des personnes, nos proches, notre famille, notre communauté, la planète, on peut dire, qui nous soutient dans ce sens-là. Et on parle maintenant de collectifs de guérison, peut-être dans le futur, qui pourraient aider, parce que c'est pas évident d'avoir autour de soi des personnes qui sont alignées avec ce que l'on souhaite, alignées avec la guérison, qui pensent de la même façon. Souvent, ça nous freine dans notre élan d'attirer exactement ce qu'on visualise. Oui, l'idée, c'est qu'il faut essayer de vivre en harmonie, les uns avec les autres, en harmonie avec notre environnement, donc avec le vivant, les plantes, les animaux, en harmonie avec la nature au sens large, avec la planète et avec le cosmos. À chaque étape, voilà, il y a cette idée d'harmonie, donc d'être aligné. Donc nous, si on est déjà conscient de ça, on peut faire profiter notre entourage, les gens qui sont autour de nous, de cet alignement en quelque sorte et de cette résonance juste avec l'univers, on va dire. Donc c'est pour ça que oui, on peut constituer des collectifs de guérison, ça rejoint le pouvoir de la prière. Il y a eu plein d'études là-dessus qui montrent qu'effectivement les prières collectives ont des effets. Les Amazoniens le voient comme ça, que la tribu justement va aider l'être malade à guérir. Complètement, parce que dans leur esprit, la tribu forme un tout, et la réalité forme un tout avec la dimension cachée, la dimension invisible. Il n'y a pas de vraie rupture, quoi. Donc tout ça est vécu aussi de manière très simple, parce que là, moi, je parle de physique quantique et tout ça. Ça a l'air très compliqué, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à vivre ça de manière très simple, et de le vivre de manière naturelle, de considérer que c'est quelque chose de naturel. Donc ça repose sur des notions comme le détachement, le lâcher-prise, la confiance. Tu vois, quand on fait un tirage avec le protocole dont je t'ai parlé,
Il faut avoir confiance dans le fait que ça va se passer parce que c'est une mécanique qui fonctionne comme ça naturellement. Et donc, même de la foi. Hein. Exactement, j'allais le dire, parce que le vrai sens du mot foi, c'est confiance. Ouais. Justement, tu vois, donc tu fais bien de le souligner. La foi, c'est pas la croyance, la foi, c'est la confiance, étymologiquement, et la fidélité, si tu veux. Donc voilà, ces notions-là, de confiance, de détachement, de lâcher prise, de joie, etc. Ça fait partie du mécanisme. Si on est dans cette bonne attitude, eh bien, on facilite en fait la survenue des synchronicités, on facilite la venue à nous de ce bon futur en quelque sorte. On pourrait se poser la question s'il n'y a pas des coachs ou des thérapeutes ou des personnes qui vont aider à nous soutenir dans ce sens-là, avec cette espèce de vision comme ça, de se connecter au futur pour d'autant plus vivre une réalité extraordinaire. Je pense que les bons coachs et les bons thérapeutes, ils font ça de manière naturelle, ouais. Peut-être sans savoir ou sans avoir mentalisé cette idée qu'effectivement ils attirent un bon futur pour la personne, mais c'est la même chose en fait. Quelqu'un qui est un thérapeute efficace ou qui est un bon guide de vie comme ça, c'est quelqu'un qui met en jeu pour moi ces mécanismes-là qui sont des mécanismes naturels. Donc nous, on a une façon de le décrire relativement à cette idée que le temps est déployé, que le futur existe déjà, etc. Mais ça peut se vivre d'une manière complètement simple, simplement en étant sur ces valeurs, encore une fois, de relations naturelles, simples avec les gens qui nous entourent. Tu sais, la spiritualité, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Hein. Tu le sais très bien. Je veux dire, tu as rencontré énormément de personnes très inspirantes. Ce sont des gens qui sont dans la simplicité, quoi. C'est vraiment quelque chose de simple. Donc l'amour, hein, c'est quelque chose qu'il faut mettre aussi en avant. On sait que l'amour, c'est peut-être la substance même, l'énergie même de l'univers. On a ça dans les expériences de mort imminente qui revient tout le temps. Donc il faut se baser là-dessus et considérer que c'est l'énergie qui nous relie, en fait, qui nous relie à tout, qui nous relie entre nous. Et on doit d'abord commencer par s'aimer soi-même. Alors, il y a tout un travail effectivement à faire. Hein. Mais le travail que Jung, le grand psychiatre suisse, donc, qui est à l'origine du concept de synchronicité, le travail qu'il appelait les gens à faire, c'était ce qu'il appelait un travail d'individuation. Donc c'est simplement en fait être en phase, en harmonie avec son être intérieur, ce qu'il appelait le soi. Et le soi, pour lui, c'était quoi? C'était l'équivalent de l'âme, ou de ce qu'on a dans l'hindouisme on appelle Atman, tu sais. Et donc il fallait simplement être en résonance avec ça parce que c'est notre être intérieur, c'est notre guide intérieur. Donc si on ne fait pas ça, on rentre dans un processus qui est complètement différent, qui est l'individualisation. Et l'individualisation, c'est devenir un individu, oui, mais coupé du reste, coupé des autres, coupé du monde qui nous entoure. Être un individu compétitif, etc., qui est prêt à marcher sur la tête des autres pour réussir dans la vie. Donc c'est le contraire de ce qu'il faut faire. On voit bien que quand on s'engage dans un processus vraiment d'individuation, on devient un individu aussi, parce que nous sommes des individus. Si on vient vivre cette expérience-là dans un corps, c'est qu'il faut qu'on soit des individus, mais un individu relié. Voilà. C'est ce que tu en fais référence à un moment en disant, mais dans certaines statistiques, on le voit bien que des personnes qui sont sociables vont vivre beaucoup plus longtemps également, et c'est presque plus important que l'alimentation qu'on va avoir et notre mode de vie, tu disais, autre. Oui, il y a des études absolument spectaculaires qui disent que bien avant l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique, etc., qui sont des indicateurs forts de longévité, le premier indicateur, c'est les relations sociales. C'est le fait d'avoir un cercle d'amis proches, de famille, une famille aussi, des gens sur qui on peut compter, et puis des relations sociales complètement naturelles, complètement apaisées, le fait de dire bonjour à son boulanger, ou même de faire un sourire à un inconnu dans l'autobus, quoi, tu vois, c'est vraiment des choses très simples. Donc, et ça, effectivement, il y a des études américaines qui ont montré que c'était un indicateur de longévité, quoi, donc c'est complètement rassurant. On va revenir sur la NDE. Tu avais écrit un livre sur les expériences de mort imminente, Near Death Experience. On avait d'ailleurs eu la chance de collaborer ensemble avec cette merveilleuse interview. Toi, tu avais traduit le livre de Eben Alexander, tu avais traduit l'interview. Si vous n'avez pas vu cette interview, je vous encourage à la regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi, justement, dans ces moments de NDE? Ils ont accès, et Ben a eu l'accès à cette guérison, à voir son futur, ce qui lui a permis en effet, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, d'être guéri. Comment tu le vois, ça?
Alors aujourd'hui, ma réflexion a un peu évolué là-dessus. Et c'est vrai que des cas comme Eben Alexander ou Anita Moorjani, qui sont des cas de guérison en plus inexpliqués, donc c'est des gens qui ont fait une expérience de mort imminente extrêmement profonde et qui ont guéri d'une maladie qui en fait les condamnait à très court terme. Donc effectivement là, il y a des cas aussi où d'autres témoins, eux je ne crois pas que ce soit le cas, mais ils ont vu aussi leur futur. Ou Anita, si, elle a quand même vécu dans son expérience l'idée qu'elle avait le choix en fait entre deux futurs possibles et selon le choix qu'elle faisait, ses examens allaient revenir avec pas du tout les mêmes résultats, quoi. Donc oui, je pense ils ont la grâce d'être confrontés à cette possibilité de faire un choix pour eux. Mais c'est pas facile parce ils étaient bien là, enfin j'allais dire là-haut, mais ils étaient bien dans cette énergie, vibration. Oui, ça c'est un classique des témoignages. Les gens se trouvaient tellement bien qu'ils hésitaient à revenir, quoi. Mais moi, la façon dont ma réflexion évolue aujourd'hui, et bon, c'est pas complètement nouveau non plus, hein, c'est que je pense que cette expérience, elle vient guérir quelque chose même chez eux, dans leur relation à eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur estime d'eux-mêmes, dans leur amour propre, estime de soi, etc. Parce que tu prends ces deux cas-là, en l'occurrence, qui sont assez emblématiques. Eben Alexander, c'était un enfant adopté qui avait été rejeté donc symboliquement par sa famille, même s'il y avait des très bonnes raisons, etc. Hein, sa mère était une adolescente à l'époque, bon bref. Et donc il avait souffert de ça, d'être un enfant adopté, de ne pas avoir pu renouer avec sa famille biologique, parce que quand il avait voulu le faire, ça n'avait pas été possible. Et donc il souffrait d'un problème d'estime de soi, d'amour de soi. Et il était passé du coup par des périodes très difficiles dans sa vie, y compris en termes de dépression, d'alcoolisme et tout ça, si tu veux. Donc ça, il a été très clair là-dessus, très transparent là-dessus. Et c'est comme si l'expérience venait réparer ça. Et c'est la même chose chez Anita, qui était quelqu'un qui a été élevé dans un contexte très orthodoxe. Ses parents étaient hindous, mais elle était promise à un mariage arrangé, tout était programmé pour elle. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui souffrait d'un grand manque d'estime d'elle-même. Et vraiment, l'expérience vient réparer ça chez ces gens-là. Donc moi, la sensation que j'ai, c'est que les gens qui vivent une expérience de mort imminente, effectivement, même si plein d'autres se retrouvent dans les mêmes circonstances et ne la vivent pas, c'est que ceux qui la vivent, c'est qu'ils ont besoin qu'on vienne guérir quelque chose chez eux. Il y a une espèce de guérison de l'âme qui se fait et ils sont confortés dans l'idée que oui, ils sont aimés, il y a de l'amour qui est là pour eux à l'infini, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de, ça risque pas de manquer, quoi. Mais dans cet instant-là, quand ils sont en NDE, on est d'accord que l'espace et le temps ne sont plus un paramètre. Oui, ils sont hors de l'espace-temps. C'est clair. Donc ça, c'est quelque chose qui rejoint aussi les réflexions en physique, l'idée que notre espace-temps, c'est pas la réalité ultime, il y a quelque chose au-delà de l'espace et du temps. Et là, dans cet espace-là, pendant la NDE, ils sont clairement en dehors du temps, puisque là, il n'y a pas de notion de durée, et puis ils ont la sensation d'être partout à la fois, de ne faire qu'un avec tout, etc. Donc on est... La notion de guérison instantanée, spontanée, hyper rapide dans ces cas-là, parce que quand on arrive à accéder, c'est plus difficile, nous, en tant que terriens là, dans cet état de conscience, d'y accéder, ou pour toi c'est de plus en plus simple, sans faire de NDE, d'accéder à cette omniprésence, à de voir au-delà du temps et de l'espace? Je pense qu'il y a de plus en plus de méthodes qui permettent de le faire, hein, de revivre peut-être quelque chose qu'on vit dans la NDE. Mais c'est sûr que la NDE en elle-même, c'est une expérience à la fois mystique, initiatique, une expérience de guérison. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'effort à faire. Là, on est projeté là-dedans sans qu'on demande quoi que ce soit. Hein. C'est une expérience mystique qui survient dans un cadre profane, on va dire. Donc les gens n'ont pas cherché ça, contrairement aux mystiques qui, eux, ont prié pendant des années pour vivre une expérience d'union avec Dieu, etc. Donc oui, l'expérience est guérisseuse de manière automatique, parce que là, on est plongé dans un bain d'amour incommensurable, gigantesque, etc. Et on vit, à mon avis, la confrontation, enfin, ou en tout cas la fusion avec le soi, avec ce qu'on est profondément, quoi. On retrouve, il n'y a plus de distance entre le corps et l'âme, quoi. Ça fait à nouveau un. Donc moi, c'est comme ça que j'essaye de comprendre un petit peu les choses, quoi. Mais c'est sûr que quand on essaye de mettre une espèce de filtre scientifique sur tout ça ou des mots, c'est pas évident. Mais ça aide, j'ai envie de dire, il y a certaines personnes pour qui ça va être beaucoup plus spontané, naturel, et d'autres qui vont avoir un cheminement peut-être intellectuel pour arriver à un moment, et je me rappelle de conversations avec François de Witt, qui malheureusement est décédé, mais avec qui je voyais chercher comme ça, poser des mots, réfléchir et essayer de... Ouais, c'est pas évident quand on parle de quelque chose d'aussi intangible.
Bah oui, parce que de toute façon, la plupart des témoins de NDE nous disent qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils ont vécu. Donc, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils racontent quand même. Donc, ils vont trouver des mots, ils vont trouver des périphrases, des images, des métaphores, etc. Mais ce qu'ils ont vécu est clairement au-delà des mots. C'est au-delà des concepts, etc. Donc, quand on essaie de comprendre, de raconter, d'expliquer, en fait, on perd du sens par rapport à ce qui a réellement été ressenti par ces personnes-là, quoi. Et quand je pense que les gens qui s'intéressent aux expériences de mort imminente, ils ont tendance à se focaliser uniquement sur l'aspect visuel de ce qui a été vécu, tu vois, du genre ah oui, vous étiez dans un super beau paysage et vous avez vu vos grands-parents et vous avez vu votre chien qui était mort, etc. Et en fait, je pense qu'au-delà de ce qui est vu, c'est vraiment ce qui est ressenti qui est le plus important. Et ça, c'est très, très, très difficile pour les témoins de nous faire partager ça parce que par définition, le ressenti, il est personnel, il est subjectif. Donc voilà, là, il faut trouver des façons de décrire les choses en passant par des détours, quoi. Ça me fait penser qu'à un moment, tu fais référence à l'âge de cristal, cette espèce d'évolution aussi des consciences, et que notre cœur, des fois, je le vois comme un gigantesque cristal à travers lequel qui peut amplifier les choses et qui permettrait de là aussi peut-être se réconcilier aussi avec son futur et son passé en même temps à travers notre cœur. Le cristal, c'est un symbole qui revient souvent dans les tirages du protocole de Romuald. C'est comme il appelle ça comme un espèce de ciment sémantique ou je sais plus quoi, mais en tout cas oui, il y a beaucoup d'images du cristal qui revient. Nous on fait référence à l'idée du point oméga en fait de Teilhard de Chardin, qui est l'idée qu'effectivement les consciences individuelles évoluent ensemble vers une espèce d'harmonisation, enfin une convergence ultime qui est ce que Teilhard de Chardin appelait le point oméga. Et en faisant ça, nos consciences individuelles forment une conscience collective qu'il appelait la noosphère, donc la sphère des consciences collectives autour de la planète. Et cette pensée-là, elle rejoint celle de Aurobindo aussi. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'Orient et Occident, c'est un dialogue extrêmement riche. Aurobindo parlait de spiritualiser la matière. Donc, ça, c'est un mouvement ascendant. Et puis de matérialiser l'esprit, en fait. Il y a ce double mouvement. Donc Aurobindo, Teilhard de Chardin, on a ça aussi dans les dialogues avec l'ange. En fait, nous, on serait le pont, justement, entre ce mouvement de spiritualisation de la matière et ce mouvement de matérialisation de l'esprit. Cette jonction, elle se fait au niveau du corps humain, et au niveau du corps de l'humanité. Donc c'est complètement merveilleux et magique. Et du coup, de ce point de vue-là, on a un rôle extrêmement important à jouer, quoi. Ouais, et d'où des fois une méconnaissance quand même de notre corps, des organes, de la façon dont le corps pourrait être lui aussi permettre et nous permettre d'accéder à ce niveau de conscience. Ça c'est super important parce qu'au départ, quand on s'intéresse à la spiritualité, on va avoir tendance à finalement rejeter le corps en disant c'est pas important, ce qui est important c'est l'esprit, c'est l'âme, je veux absolument sortir de mon corps, mon corps n'a pas d'importance, etc. Alors que quand on progresse entre guillemets sur ce chemin-là, on se rend compte qu'en fait ça forme un ensemble. Et si on vit dans ce corps, c'est que ça a du sens, c'est que c'est important. Et le corps lui-même fait partie de cette réalité, de toute façon, qui, si on veut, est divine. Donc la matière fait partie de cette réalité. Donc la matière elle-même est divine. C'est plus, pour moi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la conscience dans la matière? C'est vraiment, tout est conscience. Et la matière, c'est une forme de conscience. C'est une cristallisation de la conscience, comme dit justement Philippe Guillemant, tu vois. La matière est de la conscience cristallisée, tu vois, c'est assez intéressant. Donc tout est conscience. Et donc tout est divin, quoi. Donc il n'y a pas de raison de rejeter la matière comme quelque chose de secondaire, de pas important. Et le corps fait partie de cette réalité matérielle. Donc il faut absolument considérer le corps comme dans les traditions où on parle d'un temple, etc. C'est extrêmement important d'intégrer ça et d'avoir une vision intégrale de tout ça. Redéfinis-nous donc la rétrocausalité et la rétrocognition. Alors rétrocausalité, rétrocognition, ça va être un peu la même chose. C'est l'idée d'une causalité qui s'exerce à l'envers du temps, tout simplement. C'est-à-dire que quand un événement n'est pas déterminé par son passé, donc selon une causalité ordinaire, quand je donne un coup de pied dans un ballon, le ballon s'éloigne, ça c'est la causalité ordinaire qui est orientée dans le sens de la flèche du temps, ce qu'on appelle la flèche du temps. On parle de rétrocausalité quand la cause vient du futur. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a eu des recherches notamment sur le rêve prémonitoire. Et il y a un auteur, peut-être que tu connais, un auteur américain, enfin anglais, du début du XXe siècle, John William Dunne, DU2NE, qui avait écrit un livre qui s'appelle Une expérience avec le temps, An Experiment with Time. Et il dit que nos rêves prémonitoires, ce ne sont pas des rêves d'un événement futur, mais ce sont des rêves de l'expérience qu'on va avoir, nous, de l'événement futur sur notre ligne de temps à nous. C'est-à-dire de l'information, de la façon dont on va prendre conscience de l'événement, par exemple, en lisant un article de journal le lendemain, tu vois. Donc on rêve, en fait, de l'expérience qu'on va avoir
relativement à l'événement, mais qui est sur notre propre ligne de temps. Donc tu vois, c'est une différence subtile en fait, on rêve pas vraiment du futur. Il y a une autre façon de voir aussi la vision à distance. Par exemple, Joe McMonigle, qui était un des grands espions psychiques pendant la guerre froide, qui faisait de la vision à distance pour aller voir des cibles soviétiques, etc. Il expliquait qu'il n'avait pas la sensation de se déplacer physiquement, enfin mentalement, sur le site, sur la cible qu'on lui demandait, mais il avait la sensation de se renvoyer de l'information dans le passé par rapport au moment où il aurait la confirmation qu'il a vu la bonne cible, tu vois, et on s'est aperçu que ces expériences de vision à distance, elles marchaient quand il y avait un feedback, c'est-à-dire quand on confirmait aux voyants qu'ils avaient bien vu la cible. Ils avaient bien... On parle du remote viewing. Ouais, remote viewing, vision à distance. S'il n'y avait pas de feedback, si on ne confirmait pas ensuite aux voyants qu'ils avaient été sur la bonne cible, eh ben, l'expérience ne marchait pas. Alors que si on leur confirmait plus tard qu'ils avaient vu la bonne cible, l'expérience marchait. Donc tout se passe comme si, en fait, c'est parce qu'on leur confirmait après qu'ils avaient vu la cible que la voyance était possible au moment de la vision à distance, si tu veux. Donc voilà, on a besoin quand même de petits protocoles, en tous les cas pour le moment. Ça a l'air compliqué et contre-intuitif, mais c'est cette idée qu'en fait, notre futur, comme il est déjà déployé, comme il est déjà existant, il peut nous renvoyer de l'information. Et c'est ce qu'on propose par rapport à ce protocole de synchronicité. Hein. Tu sais, le premier rêve dont parle Romuald dans le livre, c'est un rêve qu'il a fait dans la jungle, où il rêve une nuit qu'il voit un jaguar qui a la patte posée sur un trésor. Une affiche pour une banque péruvienne qui figure un jaguar avec la patte posée sur un tas de pièces d'or et de billets, etc. L'origine du monde, en quelque sorte, quelque chose qui ondulait et qui est à partir duquel toute la création émanait en vision, parce que c'était quelque chose de dynamique en plus. Et puis ça pouvait aussi, comme il n'y avait pas de notion d'échelle, ça peut s'apparenter au corps. Donc voilà, c'est une espèce de vision qu'il a eue comme ça, qui était assez troublante pour lui. Ouais. Parce que certains scientifiques ont quand même il y a besoin d'une sacrée ouverture d'esprit, et certains ont utilisé justement ces plantes pour accéder à des informations qui permettent de faire avancer les choses. Alors ça paraît quand même fou là aussi. Qu'est-ce que tu en penses de l'utilisation de ces plantes, entre autres, parmi d'autres méthodes d'ailleurs ? Je pense qu'on vient de plus en plus à cette idée qu'effectivement ces plantes permettent d'ouvrir sur une autre réalité ou sur une autre dimension de la réalité. Et que ça, c'est de plus en plus accepté par des scientifiques qui s'intéressent à ça et qui avant considéraient que c'était de l'hallucination. Donc hallucination, ça veut dire quelque chose qui n'est pas réel, alors que psychédélique, ça veut dire quelque chose qui révèle l'âme. Donc tu vois, c'est complètement différent. Donc on a accès, grâce à ces plantes de vision, qui ne sont pas des plantes hallucinogènes, mais qui sont des plantes visionnaires, on a accès à une autre dimension, un autre aspect de la réalité. Et encore une fois, pour les chamanismes du monde entier, ça fait partie de leur vision globale de la réalité. Ils travaillent avec leurs rêves en permanence, donc les visions ne sont pas forcément provoquées non plus par des plantes, des substances psychotropes. Ça peut être aussi par des rythmes, par les tambours, etc. Dans les traditions comme celle dans laquelle a été initiée Corinne Sombrin, c'est des rythmes, c'est des tambours. Et ça produit des états de transe qui amènent dans les mêmes niveaux de conscience. Et dans ces niveaux de conscience, on a accès à des informations, on voit au-delà du temps et de l'espace, on peut faire de la prémonition, on peut voir le futur, voilà. Donc, Mais c'est là où on voit l'importance quand même de la tribu, des gens qui sont autour, du choix de personnes avec qui, pour ceux qui s'attendent de faire ça. Enfin, je veux dire, tout ça, et on le voit aussi dans ce livre-là, l'importance du collectif. Et il y a des fois, c'est là où ça bug, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas forcément dans le meilleur environnement pour nous-mêmes. En même temps, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on doit expérimenter, on va l'expérimenter, et même s'il y a des choses qui se passent un peu moins bien, ça fait partie du tout. Mais comment, tu vois, c'est-à-dire que ces tribus-là, elles sont formées à ça, c'est leur environnement de soutenir en tant que tribu les malades, de soutenir les visions, de manifester tous ensemble. Mais nous, on en est tellement loin de ça, quand même. Notre civilisation, ça commence, mais... Oui, on en est loin collectivement. Après, il y a des individus qui sont éveillés, on va dire, qui justement travaillent avec ça. Dans les tribus dont tu parles, c'était le chaman qui était quand même la personne qui faisait ce travail-là. Parce que lui-même avait vécu des expériences terribles, en fait. L'initiation des chamans, ça passe par des expériences de mort, quoi. En fait, le gars, il meurt et il renaît. Donc c'est une expérience initiatique super profonde. Donc c'est sûr qu'il faut mettre les gens en garde vis-à-vis de l'idée qu'on peut faire ça comme ça, en prenant de l'ayahuasca et tout de manière sauvage. Il faut surtout pas faire ça. Il faut un encadrement. Donc soit c'est un encadrement rituel, effectivement, soit c'est un encadrement psychothérapeutique. Et de fait, tu le sais très bien, aux États-Unis maintenant, les substances psychédéliques, elles sont en train d'être reconnues comme ayant
une efficacité thérapeutique incroyable sur des problèmes de dépression impossibles à traiter, sur des problèmes de stress post-traumatique, sur des problèmes d'anxiété vis-à-vis de la maladie ou ce genre de choses. Elles ont une efficacité considérable. Et ça, c'est en train d'être reconnu et on est en train de travailler là-dessus justement avec Olivier Chambon sur un prochain ouvrage. Je me permets de le dire parce qu'il y a une vraie révolution qui se passe dans le monde psychédélique. Et ça, c'est très important à souligner effectivement que c'est pas des substances anodines qu'il faut pas prendre comme ça sur un mode ludique, festif, parce que c'est extrêmement puissant. Donc il suffit que ça soit mal dosé ou quoi, et on peut vivre une expérience très très difficile. Ouais. Je pensais à ces visions, donc en se connectant à une vision qu'on a de nous dans le futur. Comment ne pas savoir que c'est notre imagination ? Oui, c'est compliqué. Alors, on va dire que ça va parler à notre cœur, on va sentir, c'est de l'ordre du ressenti, encore une fois. Mais on peut être pollué par son imagination. Ce que disait Jung par rapport à la synchronicité, c'est que la synchronicité ne fait pas sens pour le mental. Parce que le mental évolue justement dans un monde de causalité stricte, linéaire et dans le sens de la flèche du temps. Donc c'est pas le mental qui va être capable d'identifier le sens d'une synchronicité et ce genre de signes du futur, etc. Donc si c'est pas le mental, ben, c'est quoi? C'est l'âme, c'est le cœur ou je sais pas quoi. Donc ça nous parle, ça résonne en nous. On a une espèce de conviction en fait que c'est effectivement quelque chose qui vient nous adresser un message, mais il faut surtout pas l'intellectualiser parce que dès qu'on va commencer à l'intellectualiser, on va se fourvoyer, on va se tromper. Mais il y a une action derrière. Une action derrière. C'est-à-dire que quand on vit une synchronicité, quand on l'a créée, il y a quelque chose, il y a un appel, il y a quelque chose à faire de ça, ou simplement à être. Oui, l'idée c'est que dans le protocole tel qu'on le décrit dans le livre, on associe une intention à la création de la synchronicité, et donc quand on a la réponse vis-à-vis de cette intention, et ben forcément il y a quelque chose à faire derrière. Il faut confirmer qu'on veut aller vers ce chemin-là. Donc il ne s'agit pas effectivement de se laisser aller et attendre que les choses se passent. Il faut toujours essayer, surtout à mon avis, de se maintenir en fait dans cette espèce d'état d'esprit où on est dans la confiance, on est dans le détachement, on est dans le lâcher prise. Donc c'est un mélange sans arrêt entre l'action et puis le relâchement. Voilà. Qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous bloque de vivre cette guérison spontanée? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui est en chemin et qui nous bloque de vivre ces rêves, ce que l'on peut voir de notre futur finalement? Qu'est-ce qui nous retient le plus? Je pense que tous les gens que tu as interviewés ont dû te dire que c'est nos peurs. Nos peurs, c'est le frein universel en fait. Et nos peurs sont dues à l'ignorance, simplement, de ce que nous sommes vraiment, de ce qui est conscient en nous, de ce qui perçoit en nous. Là, il y a quelque chose qui pour moi est très simple, d'accepter qu'en fait on est traversé par cette force de vie. Donc on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être conscient, on n'a pas besoin de faire d'efforts en fait pour vivre non plus. Donc être le plus possible en phase avec cette force qui nous traverse et se laisser traverser par ça, c'est aussi agir. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on attend que ça se passe, c'est agir, mais c'est agir avec cette conscience en permanence qu'on est traversé par quelque chose de plus grand que nous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ce livre qui tient à cœur, dont on n'a peut-être pas parlé? Alors après, il y a énormément d'informations dans le livre, donc bien sûr, on ne peut pas tout dire ici en une interview, mais qui tient particulièrement à cœur, qui t'a peut-être même surpris lors de tes recherches à faire ce travail de co-création avec lui. On a essayé d'être simple et accessible avec Romuald, sauf qu'on parle un peu de physique, on parle un peu de psychothérapie, on parle de psychologie analytique de Jung, donc il y a des aspects qui peuvent sembler un peu techniques, mais je veux dire, Romuald raconte beaucoup de choses qui relèvent de son vécu. Bon, moi aussi j'ai vécu des choses, donc on essaie d'être le plus pratique possible et de dire des choses qui peuvent résonner avec les gens. Ce que je retiens, c'est les éléments qui sont dans notre conclusion, si tu veux, qui sont qu'effectivement, on peut faire venir à nous, collectivement, un monde meilleur. Alors, ça a l'air d'être naïf, c'est du bisounours, etc. Mais, je veux dire, soit c'est ça, soit effectivement, le monde s'écroule. On a aujourd'hui des indicateurs extrêmement nombreux qui nous disent qu'on va vers un effondrement, etc. Notamment en termes d'environnement, de climat, etc. Donc il faut faire cet effort-là. Il faut faire cet effort et garder cet espoir qu'on a la capacité d'agir. Et on voit bien que chez les jeunes générations, il y a cette prise de conscience massive. Donc eux, ils sont
pas peut-être dans cette vision spirituelle des choses, mais pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Parce que c'est l'appel du cœur. Ils savent très bien que si on veut continuer à exister en tant qu'humanité, il faut préserver notre environnement parce qu'on ne forme qu'un avec ça. On fait complètement partie de ça, on n'est pas détaché de ça. Alors que la culture nous a appris qu'on était détaché de ça, qu'on était au-dessus de la nature. En fait, un peu ton livre L'ultime convergence là. Ouais, aussi, tout ça c'est les mêmes idées, en l'occurrence ça converge, c'est clair. Donc je sens, moi j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que les jeunes générations sentent ça de manière intuitive. Et donc ça va peut-être changer aussi les façons de fonctionner dans le business, tu vois, dans la finance, etc. Parce que tout le problème vient quand même de ces modèles-là, quoi. Donc je pense que les nouvelles générations sont sensibilisées à ça, le sentent, et peut-être qu'en allant chercher peut-être quelques clés supplémentaires pour comprendre ce qui se passe un peu au niveau spirituel, eh ben on peut améliorer les choses. Et donc, alors ton actualité, là, t'en es où? Parce que tu as encore d'autres livres sur lesquels tu travailles, je suis sûr. Ouais, écoute, on travaille avec Romuald en fait à une suite de ce livre-là, mais qui va porter sur notre relation à la mort en fait, parce que dans les chamanismes notamment, le monde des visions et le monde des morts ne font qu'un. C'est le même monde. Et donc nous, on a notre relation à la mort en Occident qui est complètement polluée par des croyances justement matérialistes, on va dire, et l'idée qui domine, c'est qu'il n'y a rien après la mort. Or, des quantités de gens vivent des tas d'expériences extraordinaires où ils ont des choses en termes de signes, en termes de synchronicité aussi, de présence des défunts, et donc il y a quelque chose à faire là-dessus pour changer notre regard sur la mort et peut-être avoir une relation plus apaisée avec ça. Ça rejoint aussi bien sûr les expériences de mort imminente et tout ça. Et puis le deuxième projet sur lequel je travaille, c'est justement ce livre avec Olivier Chambon, qui va être un livre collectif pour parler de la révolution des psychédéliques. Ouh, ça promet, ça, je sens que ça sent le Mama édition à plein nez. non, c'est notre éditeur favori. D'accord, très Daniel. Bon bah super, en tous les cas, quel que soit l'endroit, c'est ce qui est fou, c'est que ça devient quand même, on le voit hein, là, tous les éditeurs s'y mettent à ce genre d'ouvrage et de... Ouais, justement, Olivier Chambon va sortir un livre chez Larousse, voilà, information aussi sur la conscience que j'ai eu le plaisir de préfacer. Donc, les éditeurs savent que c'est pas simplement un créneau, c'est pas simplement en termes de marché, c'est qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin d'information aussi un peu solide là-dessus, quoi. Bon, mais écoute, puisque nous sommes à Bordeaux, je vais te laisser... non, mais surtout, tu as une conférence qui arrive là très bientôt. Donc, je te souhaite une délicieuse conférence. Au plaisir de refaire une interview. Et à très bientôt, Jocelyn. Merci, Lilou. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous à tous. Se souvenir du futur. Gros bisous. À bientôt. Bye.